Officiellement, Vincent Bolloré est un catholique traditionnaliste, si pénétré de sa foi qu'il en parle ouvertement lorsqu'il est auditionné à l'Assemblée nationale. Après, il y a le mot chrétien, qui est pas un vilain mot. La chrétienté, c'est la charité, c'est l'espérance. Et là aussi, ça coule dans mes veines. Est-ce par charité chrétienne et par esprit de pardon que Vincent Bolloré a choisi de maintenir et de faire progresser au sein du groupe Canal+, Jean-Marc Morandini, pourtant accusé puis condamné pour harcèlement sexuel et corruption de mineurs? Ou alors, plus probablement, s'est-il servi de lui pour courroucer des salariés du groupe dont il venait de prendre le contrôle et les pousser vers la sortie? C'est ce que racontent de manière très détaillée nos camarades d'Off Investigation dans leur documentaire intitulé Médias de la haine, objectif guerre civile, qui a déjà près de 1 200 000 vues sur YouTube. Notre enquête sur les médias de la haine commence mi-octobre 2016 devant Canal+. Depuis 15 jours, la chaîne info du groupe est en grève. Et on a voté ce matin à 83% la reconduction du mouvement. En cause, un nouveau propriétaire trop interventionniste. On demande des choses simples. On ne demande pas un régime d'exception. On demande, comme tous les autres journalistes de France, de pouvoir travailler en toute indépendance, en toute liberté, en indépendance vis-à-vis de notre actionnaire, vis-à-vis du pouvoir politique. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas garanti. C'est pourtant la base de notre métier. Depuis un an, le nouvel homme fort du groupe Canal, c'est le milliardaire breton d'extrême droite Vincent Bolloré. Son empire familial, 58 000 salariés dans le monde et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, s'est développé dans la logistique en Afrique, notamment dans des régimes autoritaires comme le Togo. Lomé est un pays stratégique sur la côte d'Afrique de l'Ouest. En cette année 2016, c'est ce roi de la France-Afrique qui vient de mettre la main sur la chaîne info du groupe Canal. À sa tête, il a nommé un vieux fidèle, Serge Nedjar, patron historique de sa régie pub et de son quotidien gratuit. Et comme nouvelle vitrine d'e-télé, Bolloré a choisi Jean-Marc Morandini. Ne zappez pas. Ne zappez pas dans un instant, Lolo Ferrari. Un animateur historique de la TV Trash en mode TF1 qui l'a récupéré pour Direct 8. Mais en même temps, ce fameux jeudi soir, il y a eu des dérives également sur l'antenne. Oui. Depuis quelques années, Morandini produit aussi des fictions. Problème, mi-2016, les Inrocks publient les témoignages de jeunes comédiens dénonçant les dessous de ces tournages. Pour une série fascinée par les vestiaires d'une équipe de foot, Morandini se faisait passer pour une directrice de casting imaginaire et formulait par mail à de jeunes comédiens attirés par la célébrité des demandes carrément border. Vous êtes le seul acteur que l'on n'a pas vu nu. Vous voulez faire une vraie fellation à la personne qui vous donnera la réplique? Et vous sentez de faire ça avec JMM, Jean-Marc Morandini? Sur les scènes de masturbation, j'ai eu le sentiment que vous preniez du plaisir à être filmé. Je me trompe? Furieux que Morandini devienne leur vitrine, les journalistes d'e-télé se révoltent. Mais Bolloré refuse de céder. Et le 17 octobre 2016, Morandini débarque à l'antenne. Mais au fond, c'est quoi l'affaire Morandini? Et est-ce qu'elle est finie? Alors non. Les 25 et 26 novembre dernier, l'animateur chouchou de Bolloré a comparu en appel à Paris suite à sa condamnation en première instance pour harcèlement sexuel et travail dissimulé. Des faits qui sont produits alors qu'il était producteur des Faucons, une série audiovisuelle qui se passionnait pour les vestiaires d'une équipe de foot. Nos confrères d'Off Investigation étaient les seuls journalistes présents durant ces 2 jours d'audience. Avec mon confrère et camarade Mourad Guichard, nous avons voulu discuter avec Léa Martinez sur ce dont elle a été témoin et sur ce que ça signifie, cette affaire Morandini. On va appeler ce module expérimental l'œil de Moumou, l'invité. Si vous voulez qu'on pérennise ce rendez-vous, en avoir 2 par semaine, 2 Moumou pour le prix d'un, comme cette semaine, manifestez-le en commentaire et surtout participez à notre campagne de fin d'année en allant sur le mediatv.fr/soutien et mentionnez votre désir de 2 fois plus de Moumou quand vous aurez participé. Salut Moumou, salut Léa. Bonjour à toutes et à tous.
Alors, à tout seigneur, tout honneur, je te donne la première question, Mourad. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Alors, j'ai lu avec grand intérêt. Alors, on peut, juste pour rebondir sur ce que tu disais, on peut parler maintenant des yeux de Moumou, si on double la quantité et la qualité. Voilà, merci pour cette opportunité, parce que c'est vraiment très intéressant. Cet article, cette enquête, vraiment, Léa, je le dis sans flagornerie, est vraiment extrêmement intéressant, parce qu'elle est extrêmement intéressante parce qu'en fait, à chaque paragraphe, on découvre un truc complètement fou. Et la première question que je voulais te poser, alors on se connaît pas, mais je me permets de te tutoyer, puisqu'on fait, pour le coup, sur ce dossier-là, le même travail de critique média, et c'est ce qui va quand même transparaître dans ce que tu as révélé, c'est le fait que tu te retrouves en appel de cette affaire de mœurs, tu te retrouves toute seule. Vous êtes le seul média, Off Investigation, qu'on est toujours très heureux de recevoir. Vous vous retrouvez tout seul à cette audience. Comment tu l'expliques ? Oui, effectivement, on est tout seul. On se pose aussi la question du pourquoi. On se dit qu'il y a dû y avoir des loupés de la part des autres médias, puisqu'il y avait eu du monde en première instance quand même. Oui. Et mercredi 27 novembre, juste après le premier procès, il y a également le procès en appel pour corruption de mineurs. Et là, la presse est présente. Parce qu'en fait, c'est un double procès. Oui, il y a deux affaires, effectivement, deux affaires Morandini, une qui concerne les majeurs et une qui concerne les mineurs, et pour des faits différents. Même si on se rendra compte, nous, en ayant assisté aux deux audiences, qu'il y a beaucoup de similitudes et une même stratégie de Jean-Marc Morandini vis-à-vis des jeunes hommes. Mais on se retrouve effectivement tout seul. Et comme nous, on enquête on enquêtait sur lui déjà depuis quelques semaines. On a eu l'information par le biais d'une avocate des parties civiles. Information que n'ont visiblement pas eu nos confrères. Voilà, point d'interrogation. Donc c'est a priori pas intentionnel. C'est pas une volonté de ne pas toucher à l'un des protégés de Bolloré. Non, alors nous, on n'irait pas jusqu'à dire ça. Après, est-ce qu'il y a eu un désintérêt pour cette affaire ? Je ne sais pas, parce que c'était l'appel, que le jugement en première instance avait déjà eu lieu. On peut pas effectivement broder là-dessus. On peut rappeler un peu le contexte. Est-ce qu'on peut rappeler à quel moment cette affaire a éclaté ? Oui, l'affaire, elle éclate en juillet 2016 par un article paru dans les Inrocks. Donc, la journaliste Fanny Marlier a enquêté autour d'une web-série qu'a produit Jean-Marc Morandini qui s'appelle Les Faucons et qui s'intéresse donc à des vestiaires de foot, d'une équipe de foot d'adolescents. Et il se trouve que beaucoup ont subi les mêmes faits, les mêmes agissements de la part de Morandini, qui s'est fait passer pour une directrice de casting, qu'il a appelée Catherine Leclerc. Et via cette Catherine Leclerc, il contactait ou il répondait à des postulants pour les Faucons. Et leur demander d'aller toujours plus loin dans l'envoi de photos, dans l'envoi de vidéos, en leur demandant notamment de se masturber à l'écran, d'éjaculer, alors même qu'il était bien précisé qu'il y aurait peut-être des scènes de nudité, mais que ce ne serait pas central dans la série. Après, une fois que ces candidats avaient été sélectionnés, on leur a envoyé un script qui finalement, pour certains, s'est trouvé modifié sur place avec ajout de scènes à caractère sexuel qu'ils n'avaient pas nécessairement envie de faire. Certains l'ont fait, certains ne l'ont pas fait, mais elles n'étaient pas prévues, ces scènes-là. Et donc, l'article sort. Il n'y a pas de plainte à ce moment-là, mais les plaintes arrivent après, les témoignages affluent. Je crois qu'une semaine après la parution de l'article, les Inrocks ont reçu une 60aine de témoignages supplémentaires qui dépassaient largement la série Les Faucons. C'est ce qui amène après à l'autre volet, corruption de mineurs, puisque là, on a aussi des mineurs qui n'ont donc rien à voir avec cette série-là, mais que Jean-Marc Morandini a contacté également et à qui il a demandé de faire d'autres choses encore. Donc voilà, c'est deux volets différents, mais beaucoup de personnes concernées.
Est-ce que tu penses que c'est dans l'air du temps? Parce que je me rappelle que, je crois que c'est à peu près à cette époque-là, je me rappelle qu'il y avait des rumeurs dont la profession souriait, rigolait de manière un peu grivoise sur le fait qu'il était souvent entouré de jeunes gens, effectivement. Moi, je l'ai croisé à deux reprises, je crois. Je l'ai croisé, effectivement, il était entouré de jeunes gens, mais enfin, ça ne laissait pas présager forcément qu'il y avait quelque chose de problématique. Simplement, il y avait cette rumeur, et puis les gens en plaisantaient. Est-ce que tu as l'impression, donc là c'est en 2000, donc moi je crois que ça devait être en 2014-2015, là on est en 2024, est-ce que MeToo est passé par là? Est-ce que tu as l'impression que c'est dans l'air du temps, à savoir qu'on laisse plus passer on ne banalise plus un certain nombre d'abus, et le mot abus est faible. Oui, je pense effectivement, dans le procès des 25 et 26 novembre, c'est quelque chose qu'on a pu largement observer de la part de la Cour, qui s'est énormément intéressée aux victimes, aux plaignants. Donc oui, je rappelle, il y a une personne qui poursuivait Jean-Marc Morandini pour harcèlement sexuel, puis 4 autres pour travail dissimulé. Pour autant, la Cour a demandé à ces 4 plaignants de leur raconter leur histoire, l'histoire des faucons et de leur recrutement, et donc a complètement abordé avec eux le volet harcèlement sexuel, puisque eux aussi en avaient subi, même si ça n'a pas été retenu ensuite par la justice. Et puis, la Cour a parlé donc du parcours du combattant des victimes, leur a posé énormément de questions sur l'après les faucons, sur les conséquences qu'avait pu avoir le tournage sur leur vie. Et on sent effectivement que MeToo est passé par là. Ouais. Et que ça a infusé dans la conscience des juges. Justement, en parlant des victimes, comment sont-elles apparues lors de ces audiences-là? Et comment vivent-elles désormais? Alors, les victimes, 3 étaient présentes parmi les 5. Elles ont toutes témoigné à la barre, courageusement. C'est encore très difficile pour elles. Aujourd'hui, on est presque 10 ans après les faits, et pourtant, les séquelles sont toujours là. D'autant plus que la mini-série Les Faucons a été diffusée. Puis elle a été retirée, sauf qu'elle a été piratée entre-temps. Et elle se retrouve aujourd'hui encore sur des sites pornographiques. C'est très facile de la retrouver. Donc ces personnes-là ont vécu du harcèlement, des sollicitations de la part d'inconnus à l'époque, mais encore aujourd'hui en fait. Ça a également été un frein dans la carrière de certains d'entre eux qui voulaient devenir comédiens. Ils étaient tous assez jeunes à ce moment-là. Et certains n'ont pas pu poursuivre. D'autres ont été de toute manière tellement dégoûtés par ce qui leur était arrivé qu'ils ont décidé d'arrêter complètement de poursuivre ce rêve-là. C'est le cas d'ailleurs de l'un d'entre eux dont l'avocate a pu dire que voilà, il était encore aujourd'hui brisé, qu'il aurait voulu être comédien. Ça ne s'est pas passé comme ça, et que de toute manière, il avait bien conscience du fait que quand on touche à la galaxie Bolloré, c'est fini. On est blacklisté. On est blacklisté, ouais. Notamment parce que Bolloré est en fait, via Canal+, le principal financeur du cinéma français aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a Netflix qui monte, mais Canal+, c'est le gros... la grosse machine inébranlable. Oui, en France, on ne peut pas trop faire l'impasse sur Canal+. Quand on fait du cinéma. Juste pour qu'on comprenne bien la violence des échanges entre Morandini et ces jeunes gens, dont une partie était mineure, tu l'as rappelé tout à l'heure, à l'époque des faits. Je vais vous laisser regarder cette courte vidéo de David Perrotin, donc de Mediapart, qui raconte et qui explique, qui montre surtout ces fameux messages qui proviennent d'une messagerie cryptée. Ça a aussi, je pense, son importance. Je vous laisse regarder. C'est la seule messagerie protégée et cryptée. Ah, je savais pas. Donc tu es un minet? Il a quel âge? 18. Il s'appelle comment ton loulou? Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Valentin. 2 ans. Jean-Marc Morandini explique que son amant avait 16 ans lorsqu'il l'a rencontré. Il détaille ensuite ses pratiques avec ce mineur. Il boit tout? Tout de chez tout. Alors, la question qu'on se
qu'on se pose en lisant ce long et très intéressant papier, je le redis, d'Off Investigation, c'est de savoir pourquoi, alors évidemment, il faut quand même avoir une petite précision juridique. Quand on est condamné en première instance, on n'est pas condamné. La condamnation arrive à l'appel. C'est là qu'on est réellement condamné et qu'on peut être qualifié de repris de justice, comme on se fait plaisir à le faire sur les réseaux sociaux notamment, je pense à Zemmour et à d'autres. Les réquisitions ont été plus lourdes en appel qu'en première instance. Et donc on attend le résultat des courses, évidemment, mais on pourrait se dire qu'a priori, rien qu'avec ça, comment Bolloré pourrait le lâcher. La question qu'on se pose, c'est quand même pas Pascal Praud, même si j'ai une admiration très relative pour son travail, c'est quand même pas Pascal Praud, c'est pas une super vedette, il lui fait pas gagner forcément de l'argent. Enfin, comment tu t'expliques le fait que Bolloré protège à ce point-là son poulain ? C'est la question que l'on se pose également. La stratégie du groupe Canal vis-à-vis de Jean-Marc Morandini depuis 2016, ça a été d'utiliser le prétexte de la présomption d'innocence en attendant le procès, puis ensuite en attendant l'appel. Là, nous, tous les avocats des parties civiles à qui on a pu parler nous disaient que probablement, s'il était de nouveau condamné en appel, il allait tenter de se pourvoir en cassation et ensuite potentiellement saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on a fait nos petits calculs mathématiques, étant donné que Jean-Marc Morandini est né en 65, il a bientôt 60 ans. Le temps que tout ça se fasse, il pourra tranquillement sans doute partir à la retraite et CNews n'aura pas à se prononcer finalement de nouveau sur cet aspect-là. Mais on ne se l'explique pas, d'autant plus que, comme tu le rappelles, il ne fait pas non plus les audiences de Pascal Praud ou de Cyril Hanouna, et qu'en plus, présomption d'innocence, bien sûr, on a quand même beaucoup d'éléments qui ont été révélés dans la presse, des messages notamment. Donc même si la justice n'a pas encore condamné définitivement Jean-Marc Morandini, on a quand même cette personne à l'antenne qui a reconnu, en plus déjà en première instance, en appel, certains des faits, puisqu'il ne pouvait pas faire autrement, puisqu'ils avaient été prouvés. Donc ça pose effectivement la question du pourquoi. Pourquoi Jean-Marc Morandini est tant protégé par Vincent Bolloré. Oui. Oui, parce que c'est ça qui est aussi troublant dans ton enquête, c'est qu'il reconnaît. Il reconnaît les faits, il reconnaît l'usurpation. Certains faits. Beaucoup. Il reconnaît par exemple avoir pris un nom d'emprunt d'une femme. Redis-nous le nom. Catherine Leclerc. Voilà, Catherine Leclerc. Il reconnaît absolument avoir manipulé complètement ses gamins, leur avoir fait miroiter lui-même avec ce nom d'emprunt, le fait qu'ils allaient pouvoir rencontrer lui-même Jean-Marc Morandini. C'est complètement délirant. Rien que ça pose quand même des problèmes un peu. Je ne veux pas psychiatriser le débat, mais enfin, ça pose quand même des problèmes de ce garçon. Il avait en plus eu il a été condamné à des soins en première instance. Oui, bien sûr. Ça pose quand même un problème de stabilité de ce garçon. Et c'est là que... je me rappelle que dans les années 80, donc, il y avait eu ce fameux bidonnage de la fausse interview de Fidel Castro que vous pouvez retrouver très facilement si vous tapez PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, Fidel Castro, vous la retrouvez assez facilement. Il y avait eu ce bidonnage, donc il avait fait croire qu'il avait été reçu par Castro, ce qui n'avait pas été le cas. Et Michel Cotta, la responsable du CSA de l'époque, ex-Arcom, avait expliqué que longtemps après, avait expliqué en riant que on va pas virer un gars qui fait 40% de part de marché. Donc c'est pour ça que je posais la question, parce que c'est très très surprenant. Est-ce que sans trop spéculer, est-ce que le groupe Bolloré, alors tu en parlais très justement tout à l'heure, Théo, de son côté catholique intégriste, est-ce qu'il ne serait pas ce groupe, femmes comprises, puisqu'elles tiennent aussi des discours anti-woke et très réactionnaires, je pense à des Sonia Mabrouk ou à des Laurence Ferrari, est-ce que ce groupe ne serait pas ancré dans quelque chose d'avant MeToo, quoi, mais enfin même carrément des années 80, où il était normal que le mâle dominant puisse profiter comme ça de ce qu'il veut, enfin à la fois d'hommes ou de femmes pour le coup. Oui, je pense que quand on regarde le contenu sur CNews, on peut être facilement convaincu par ce que tu viens de dire. Je pense notamment à l'exemple sur l'avortement. Donc oui, on n'est clairement pas dans une posture pro-MeToo sur CNews, qu'il s'agisse de Jean-Marc Morandini d'ailleurs ou
ou d'autres, et j'élargis, je pense au groupe Canal. Nous, à Off Investigation, on est en train de réaliser un documentaire, enfin d'enquêter en tout cas dans le but de réaliser un documentaire qui s'appellera Sex Connection et qui va s'intéresser notamment aux violences sexistes et sexuelles au sein du groupe Bolloré, puisqu'on a d'autres personnes. On a Éric Zemmour, du temps où il était chroniqueur sur la chaîne. On a Pierre Ménès, on a Cyril Hanouna, on a Sébastien Coé. Donc ils sont en fait plusieurs. Jean-Marc Morandini n'est pas un cas isolé au sein du groupe Canal. Et bien justement, Jean-Marc Morandini était à ces audiences, il était à ce procès. Comment il est apparu ? Alors, il est apparu, il était là, effectivement, durant les 3 jours de procès. Il aurait pu ne pas venir. Exactement. Il aurait pu ne pas venir. Il a décidé d'être là. Donc, je suppose que ses avocates lui ont conseillé d'être présent. Alors que pourtant, c'est très difficile pour lui de se défendre puisque, comme on le disait tout à l'heure, il ne peut pas nier la matérialité de certains faits. Alors lui, il vient nier l'intentionnalité, le fait que toutes les choses qu'il a pu faire étaient pour assouvir ses propres désirs et besoins sexuels. Mais il ne peut pas se défendre sur beaucoup de choses. C'est d'ailleurs très difficile aussi pour ses avocates de le défendre. Il va souvent plaider l'humour, notamment dans le procès pour corruption de mineurs. Il va expliquer que oui, que le smiley LOL prouve que c'était de l'humour quand il demande des photos à des mineurs de nus, par exemple. Et puis ensuite, s'agissant du procès pour harcèlement sexuel, lui va aussi affirmer qu'il était face à des adultes et donc consentant. Si ces jeunes hommes lui ont envoyé telle photo, telle vidéo, c'est un peu leur problème et c'est pas trop le sien. Voilà, il va s'en sortir un petit peu comme ça. Et c'est là aussi que la défense est mise à mal quand on prend les deux procès et qu'on les met ensemble, puisqu'il va demander les mêmes choses à des majeurs et puis à des mineurs. Et là, on est en face d'un système. Oui, exactement. Ce sont les mêmes méthodes qui sont utilisées. C'est ce qu'on a pu nous voir. D'ailleurs, cette Catherine Leclerc, directrice de casting pour Les Faucons, elle apparaît déjà... Qui n'existe pas. Hein. Qui n'existe pas, bien sûr, qui est donc Jean-Marc littéralement, Morandini. Qui n'existe pas. Oui. Eh bien, elle apparaît déjà en 2009 auprès d'un des mineurs, dans le 2e procès. Elle s'appelle Claire à l'époque. Et elle est également directrice de casting pour un autre projet qu'avait eu Jean-Marc Morandini à l'époque, de faire un remake du film Ken Park, qui est interdit aux moins de 18 ans. Donc on sent déjà à chaque fois dans les productions qu'il essaye de réaliser que ça tourne toujours autour de la sexualité et autour des jeunes et des jeunes hommes. Voilà. Une question personnelle, personnelle et professionnelle, te concernant. Est-ce que tu considères Jean-Marc Morandini comme un journaliste ? Alors, moi, j'ai jamais trop écouté ou regardé Jean-Marc Morandini. Maintenant, ce qu'on peut voir d'ailleurs quand on tape Jean-Marc Morandini sur Google et qu'on va dans Actualité, on ne trouve pas du tout l'article d'Off Investigation, par exemple, alors qu'il est récent et d'actualité. Oui, on tombe sur, pendant une dizaine de pages, et je suppose plus, sur le blog de Jean-Marc Morandini. Très bien référencé, alors. Voilà, il est très très bien référencé. Il y a quelques articles le concernant, mais ils sont vraiment très, très rares. Alors même qu'il fait l'actualité ces derniers jours. Mais dont on suppose, par rapport au blog, on suppose que c'est pas lui qui écrit les articles en même temps. Oui, je pense pas qu'il puisse écrire tous ces articles. Oui, parce que c'est un flot continu de faits divers et de choses un peu trash. Je pense que c'est pas lui qui l'écrit. En plus, donc c'est pour ça que je pose la question, parce que moi je m'interroge à chaque fois de savoir quelle est leur légitimité, parce qu'on pourrait imaginer un quart de seconde que Bolloré soit un fervent défenseur de la liberté de la presse et de ses journalistes SES. Et là, on se pose la question parce que je me demande, au bout du bout, je reviens à cette question et je pense qu'il faudra peut-être que vous retravailliez là-dessus, parce que
voilà, vraiment, je dis ça parce que je ne vous ordonne pas de le faire. Simplement, quand on lit ce papier, on se dit, voilà, vraiment la question de fond, je reviens, je boucle la boucle, mais on se demande vraiment, en lisant ton excellent papier, qu'est-ce qui fait qu'il le tient comme ça, qu'il le protège comme ça, à ce point-là. Alors, cette interview est bientôt finie et je te laisse la dernière question. Voilà. Oui, alors après t'avoir de nouveau remercié vraiment pour ta venue et pour ton travail, c'est vraiment, ça fait toujours plaisir d'avoir des médias indépendants qui travaillent comme ça. Quel va être le calendrier pour Jean-Marc Morandini, pour juste que les gens, et puis pour le coup, que nos confrères et nos consoeurs sachent qu'il y a des rendez-vous à venir et que peut-être il serait bien qu'ils soient eux également aussi présents lors des audiences. Oui, pas de louper cette fois. Oui. Le verdict sera pour la mi-janvier 2025 pour le procès concernant pour les faits de harcèlement sexuel et travail dissimulé. Et ce sera en mars 2025 pour corruption de mineurs. Donc à suivre sur Off Investigation, j'imagine. Ouais. Avec d'autres volets, donc, dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, de toute façon, à suivre de toute façon, Off Investigation, bien évidemment. Un très grand merci, Léa. Merci infiniment. Et puis à ton travail à suivre, évidemment, sur les réseaux. Merci à vous d'avoir regardé L'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du média, sur notre site internet, sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov. Alors justement, si vous voulez pérenniser ce type de rendez-vous hebdomadaire avec des confrères et consoeurs qui sauvent l'honneur de la profession, ou des politiques ou citoyens confrontés à la machine médiatique, allez sur lemediatv.fr/soutien et manifestez-vous. Restez connectés aux médias.